Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'était pas un garçon là, qui partait, là, puis qui on savait pas où il s'en allait, puis il fallait toujours le chercher, puis au contraire, il appelait tout le temps, puis c'est bien rare là, qu'il allait ailleurs. Là. Fait que je suis rentré dans la maison, puis j'étais loin d'imaginer qu'il s'avait passé de quoi d'aussi épouvantable. Là. Même si on ne les connaissait pas personnellement, on savait qu'ils existaient, puis on savait ce qui avait été fait. Alors c'est sûr que surtout ce secteur-là où ça s'est déroulé, les gens sont encore marqués, pour ne pas dire traumatisés par cet événement-là. Le vendredi 16 décembre 1994, à moins de 10 jours de Noël, la ville de Magog est tout imprégnée de l'ambiance des fêtes. Ce vendredi-là, le jeune Éric Harpin, âgé alors de 9 ans, s'apprête à passer la fin de semaine chez son père, Réal Harpin, qui est séparé de sa mère, Maria Demers. Éric devait venir le vendredi, puis Maria nous a appelés pour nous dire qu'il y avait une soirée spéciale pour remettre un prix, un certificat. Là. Mais le petit Éric ne reviendra jamais avec son diplôme. Éric Harpin naît le 5 août 1985 de l'union de Maria Demers et Réal Harpin à l'île Perrot, ville située dans l'ouest de Montréal. Il a une demi-sœur, Mélanie, de 8 ans son aînée, issue d'une union précédente de leur père. C'est mon seul frère. La relation était spéciale parce que je le gardais toujours. Là. C'est pas compliqué, là. J'étais toujours avec. Mais en 1989, les parents d'Éric se séparent et Maria déménage à Magog, une petite ville située dans l'Estrie qui compte moins de 25 000 habitants. Éric est alors âgé de 4 ans quand il se retrouve seul avec sa mère. Mon frère restait à Magog avec Maria. Fait que c'est sûr que des fois c'était loin, là, Magog, l'île Perrot. Fait que des fois il venait en taxi, en autobus voyageur, ou nous on allait le chercher. Fait qu'il venait les fins de semaine, quand il pouvait, là. Malgré les remous occasionnés par cette rupture amoureuse et la distance qui les sépare, Éric et Mélanie conservent un lien inébranlable. Maria veille sur son fils unique. Craignant toujours qu'il lui arrive malheur, elle lui répète jour après jour de se méfier des étrangers. Éric, c'était un petit gars assez gêné. Il était quand même renfermé. Il avait de la difficulté à se faire des amis. Il s'en faisait, là, puis c'était un bon ami, mais c'est juste qu'il avait plus de difficulté à aller envers les autres. C'était un enfant spécial, il était très, très intelligent. Éric fréquente un club scientifique, mais ce vendredi-là, il est concentré à dessiner. Et Maria constate avec surprise qu'il semble avoir oublié de s'y rendre. Je me rappelle que c'était un vendredi soir et le petit Éric Harpin était allé à un club de jeunes qui s'appelait Les Petits Débrouillards. Maria rappelle alors à son fils qu'il doit aller à son club car il y a une remise de diplôme. Vers 18h, Éric quitte finalement la maison. Maria va qu'à ses occupations en attendant le retour de son fils qui rentrera vers 20h.
Le jeune garçon avait été faire une activité parascolaire et au sortir de cette activité-là, tôt en soirée, il aurait été abordé par un adulte. Certaine de le voir revenir avec son diplôme en main, Maria l'attend. Mais le temps passe. Et à 20h40, Éric n'est toujours pas de retour. Sa mère commence à s'inquiéter. Maria appelle les amis d'Éric, mais aucun d'eux ne sait où il peut se trouver. De plus en plus inquiète, Maria décide d'aller à la recherche de son fils. Elle parcourt toutes les rues qui conduisent de la maison au club scientifique. Elle se rend au chemin de fer. Elle traverse le tunnel piétonnier. Chaque minute fait monter son angoisse d'un cran. Et Maria commence maintenant à redouter le pire. Je criais Éric, Éric, c'est Boubin, Éric. Maria ne trouve aucune trace d'Éric. Elle rentre chez elle. Elle appelle aussitôt au poste de police. Maria connaît bien son fils et elle sait qu'il appelle toujours à la maison pour la prévenir lorsqu'il a du retard. Mais ce soir-là, Éric n'a pas donné de nouvelles. Après avoir alerté les policiers, elle appelle chez le père d'Éric. Sa demi-sœur Mélanie prend tout de suite les affaires en main. J'ai appelé au poste de police plusieurs fois, j'ai rappelé Maria plusieurs fois, puis il me disait tout le temps qu'il n'y avait pas de nouvelles, pas de nouvelles. À 22h, les policiers décident de patrouiller dans les rues de Magog. Ils refont le trajet qu'Éric aurait dû emprunter en rentrant de son club scientifique. Ils scrutent chaque recoin de la ville. L'enfant semble être disparu dans la noirceur de la nuit. Quand je suis arrivé, j'ai resté très surpris parce qu'il y avait beaucoup d'automobiles de police, un peu partout. Je me suis dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Il y a peut-être eu un accident ou de quoi de genre, tu sais. Pendant plus d'une heure, les policiers passent et repassent aux mêmes endroits dans l'espoir de retrouver Éric. Éric a-t-il fugué? Est-il entre les mains d'un pédophile? S'est-il fait tuer par un dangereux psychopathe? La mère d'Éric a finalement découvert qu'il avait bien passé la soirée à son club scientifique. Elle en fait part aux policiers. Mais pour ces derniers, il y a beaucoup d'inconnus. Et leur travail les oblige à n'éliminer aucune piste. Tous les proches de l'enfant sont encore des suspects potentiels. Même la mère d'Éric pourrait être un acteur dans cette disparition. Les policiers doivent vérifier tout ce que Maria a déclaré et doivent reconstituer tous les faits et gestes du jeune garçon après sa sortie du club. Vers 20h, Éric sort du club accompagné d'un ami, tout fier d'avoir son diplôme en poche. Il y avait le père d'un de ses petits amis qui le ramenait toujours chez eux. Puis ce soir-là, le père devait aller porter des cassettes vidéo aux vidéos. Puis il a demandé à Éric s'il voulait venir. Puis mon frère il a dit non, c'est correct. Je vais marcher avec mes amis. Une dizaine de rues séparent le club scientifique de la maison d'Éric. Mais peu de temps après être sorti, son ami constate qu'il a oublié ses gants au club. Donc Éric il a dit ben moi je vais aller te les chercher et je vais te les ramener demain. Mais après qu'Éric soit allé chercher les gants de son ami au club scientifique, c'est le mystère le plus total. Personne ne semble avoir vu l'enfant à partir de ce moment-là. Vers 23h, le soir du 16 décembre 1994, le téléphone sonne chez Maria. Des policiers l'invitent à venir les rencontrer. Le cœur fébrile, elle accourt au poste afin d'y retrouver Éric. Mais le cauchemar de la mère ne fait que commencer. À Magog, le 16 décembre 1994, le jeune Éric Arpin passe le début de la soirée à son club scientifique. Mais à 21h, il n'est toujours pas rentré. Après l'avoir cherché partout, sa mère alerte les policiers. Ces derniers effectuent aussitôt des recherches.
Pendant la soirée, ben là, nous, on était nerveux. Puis à un moment donné, ben là, ça faisait comme 1h30 au moins, pas de nouvelles. Vers 23h, les policiers rappellent la mère d'Éric. Mais sa demi-sœur, elle, attend toujours. Puis là, ben, je me suis tannée, fait que j'ai appelé au poste de police. Puis là, la police a dit qu'il avait retrouvé mon frère. Puis là, ben, j'étais contente. Maria se rend au poste de police chercher son fils. Mais il n'est pas là. Un policier lui annonce qu'ils ont fait une découverte dans le tunnel piétonnier de Magog. Le cadavre a été découvert là, au cours de la soirée. Déjà, la mère était dans un état de panique. Elle avait alerté tous les voisins et tout le monde s'était lancé à la recherche du petit Éric Arpin qui a été retrouvé dans ce fameux tunnel là, qui traverse la rue Saint-Luc à Magog. La mère est atterrée. J'ai dit c'est un fou qui l'a attaqué. Je suis sûr que c'est un fou qui l'a attaqué. Dans ma tête, qu'est-ce qu'ils font les fous? Ils les attaquent puis ils foutent sur le bord de la traque. J'ai fait un bout de sa traque, puis là, rendu à l'autre bout, là, je voyais le tunnel. Là, je suis descendu. J'ai regardé dans le tunnel, t'as près 9h30, mon gars, il était pas là 9h30. On peut donc supposer que le meurtrier a surveillé les environs et attendu que les personnes à la recherche d'Éric s'éloignent du tunnel avant d'y déposer le corps de la jeune victime. Les policiers n'ont pas une minute à perdre. Un court délai s'étant écoulé entre le passage de la mère dans le tunnel et la découverte du corps, le meurtrier d'Éric Arpin est probablement encore dans les environs. Nous autres aussi, avec les effectifs qu'on avait, continuer l'enquête pour arriver à faire l'étude des déclarations et des versions de témoins potentiels. Les policiers passent les prochaines heures à la recherche d'indices pouvant les conduire à un suspect. En vain. Le lendemain, 17 décembre, les policiers font un appel général à la population pour reconstituer les dernières heures du jeune Éric Arpin. Les lignes téléphoniques sont saturées et les policiers sillonnent les rues pour recueillir toute information, qu'elle paraisse pertinente ou non. Au-delà de 100-150 personnes ont été rencontrées avant qu'on puisse arriver à avoir des soupçons sur certains individus. Plusieurs citadins pointent Camille Noël, qui a mauvaise réputation. Mais les rumeurs sont souvent non fondées. Et les policiers savent bien que l'on soupçonne parfois de petits malfaiteurs des pires crimes. Camille Noël grandit à Magog dans une famille nombreuse. Dès son plus jeune âge, il est confronté aux limites de ses capacités intellectuelles. Camille Noël est incapable de poursuivre un programme scolaire. Adulte, il ne sait ni lire ni écrire. C'est une personne qui avait un raisonnement logique extrêmement déficient. Personne qui pouvait quand même fonctionner en société, mais c'est une personne qui, tout ce qui lui arrivait, il l'évaluait à court terme. Je pense que c'est à peu près ça, dans le sens où il sait ce que c'est que de manger, il sait ce que c'est que de se laver, il sait les choses simples. C'était pour moi évident qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait un déficit sur le plan intellectuel, un déficit assez important. Au mois de novembre 1994, Camille Noël, aidé de son frère Serge, déménage à Magog sur la rue Stanley. Les deux hommes font beaucoup de vacarme en aménageant dans l'appartement, au grand déplaisir des voisins. Camille ignore complètement que ses nouveaux voisins le connaissent déjà bien plus qu'ils ne le souhaiteraient. Camille est connue pour avoir mis le feu à des poubelles et avoir fracassé des vitrines de magasins à plusieurs reprises. Il y a un couple d'amis qui m'avait dit qu'est-ce que Camille avait fait auparavant. Il m'avait dit, il sortait de prison, ça n'a pas tellement longtemps, qu'il était pyromane, qu'il avait mis le feu à plusieurs endroits puis qu'il avait fait du temps en prison. C'est ce qu'on m'avait dit. Si jamais, quand tu vas être cambriolé, si le feu peut pogner à un moment donné, il peut pogner un flash puis mettre le feu à quelque part. Tu vis pas bien avec des voisins comme ça, le bruit qui se faisait dans la cave tout le temps. Les passe-temps favoris de Camille se résument à écouter à répétition des films pour enfants, à bricoler des cabanes d'oiseaux ou à s'adonner à de petits larcins. Les premiers contacts des voisins avec Camille les effraient. Il parlait à peu près juste de la mort.
C'est qu'un de ses amis était décédé, un accident d'automobile. Puis souvent, c'était des propos... il parlait de choses violentes. C'était pas... c'était pas du langage comme monsieur, madame, tout le monde, on parle d'hockey, de météo, de n'importe quoi. Non, lui, c'était vraiment là de parler de choses mortelles. Les enfants du voisinage, eux, ne connaissent pas la réputation de Camille et ils n'hésitent pas à aller jouer des mauvais tours dans le sous-sol commun de son immeuble. Il y avait des enfants qui faisaient du trouble, qui descendaient dans la cave, partaient le chauffage, allaient sur son compte à lui d'électricité. Il était tanné. Il y en avait un qui jouait des tours. Puis effectivement, c'était vrai qu'il y en avait un qui jouait des tours, qui allait cogner des fois dans ses escaliers, tu sais, des affaires même. Parce que le petit gars en question, dont lui me parlait, il venait ici même des fois, puis il me jouait le tour, il cognait sur mes marches, tu sais. C'était pas grave. Parce que quand on se fait jouer des tours par des enfants, on prend ça comme un grain de sel, on va voir le moment où, c'est bon, on l'avertit, ben écoutez, sans sauter d'un rideau, là. Lui, il m'avait donné l'impression, je regardais le visage, puis je voyais là, qu'il était vraiment emporté là, par la situation. La réaction de Camille devant cette petite bêtise dépasse l'entendement. Justement, cette fois-là, il m'avait conté qu'il s'avait grillé d'un chien, puis là, il voulait en faire un chien de garde pour le sous-sol, puis le laisser là pour pas que personne rentre. J'avais trouvé ça étrange, tu sais, un chien de garde. Camille est hors de lui, et un soir, il sort discrètement de chez lui, prêt à se faire justice. Trouvera-t-il une satisfaction à sa soif de vengeance? Le 16 décembre 1994 à 23h, les policiers de Magog font une terrible découverte. Le corps d'Éric Arpin, 9 ans, est retrouvé dans un tunnel piétonnier. Tous les soupçons semblent pointer en direction de Camille Noël, asociale et déficient léger, nouvellement arrivé dans la région. La découverte du corps d'un si jeune enfant sème l'effroi dans la population. J'ai insisté pour savoir qu'est-ce qui s'avait passé auprès du policier, parce qu'il me semblait, tu sais, nerveux un peu. Je l'ai fait rentrer, puis j'ai demandé, là, je veux que tu me dises qu'est-ce qu'il y a, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Là, il m'a conté ça, qu'est-ce qui était arrivé, qu'il avait trouvé un corps d'un jeune enfant dans le tunnel. J'étais vraiment en état de choc, tu sais, littéralement. Là. Après avoir été interrogé par les policiers, le voisin de Camille Noël décide de lui parler de cette horrible histoire. Camille m'a dit, écoutez, il dit, hier à 4h, j'étais parti. Je me souviens plus où était parti, c'est une de ses sœurs, de quoi de mal. J'ai parti toute la veille, puis je viens de revenir. Mais direct là, en partant, je savais que c'était un mensonge qu'il me comptait. C'était clair. Il me disait qu'il était parti à 4h, puis je l'avais vu à 6h moins quart. Le 18 décembre, 2 jours après le drame, le voisin de Camille Noël rencontre de nouveau les enquêteurs pour leur relater la conversation qu'il a eue avec lui. La mauvaise réputation de Camille Noël commence à intriguer de plus en plus les policiers, qui ne voient plus en lui qu'un simple malfaiteur. Une question surgit. Camille Noël serait-il impliqué dans la mort du jeune Éric Arpin? Mais pourquoi aurait-il tué l'enfant? Et comment s'y serait-il pris? Pour les enquêteurs, le mystère est loin d'être élucidé. Les policiers se rendent au sous-sol de l'immeuble de Camille Noël avec l'autorisation du propriétaire et y font plusieurs prélèvements. Ce qui se trouvait sous les bottes du jeune Éric Arpin se trouvait aussi dans le sous-sol chez Camille Noël. Et suite aux analyses, des expertises nous ont dit même sorte de peinture, même sorte de brandy. L'étau semble se refermer sur Camille Noël. Le 19 décembre, les enquêteurs amènent Camille Noël au poste où l'on procède à son interrogatoire à titre de témoin. Pour poursuivre notre enquête, on a dit on va aller rencontrer Camille et Serge pour avoir leur version, pour voir eux autres
qu'est-ce que réellement on fait cette soirée-là. Et suite à la rencontre, Camille Noël nous a déclaré que ce soir-là, il était là quand le jeune a décédé, mais c'était pas lui qui l'avait tué. Pour les enquêteurs, la révélation est très importante. Pourtant, ils savent que la présence de Camille sur les lieux du crime ne prouve pas qu'il soit impliqué dans le meurtre. Ils poursuivent donc leur interrogatoire, espérant obtenir d'autres détails concernant la mort d'Éric Harpin. Camille Noël présentait un déficit intellectuel qui affectait sa capacité à comprendre dans quelle situation légale il se retrouvait. Et aussi, je demeure convaincu que Camille Noël, sans me prononcer là, sur sa culpabilité ou son innocence, mais que Camille Noël était dans une position certainement de faiblesse, une position de dominer face à des questions qui pouvaient lui être posées là, par des policiers. Les questions se multiplient et Camille Noël commence alors à parler de son frère Serge. De 9 ans son aîné, Serge n'a pas fréquenté l'école longtemps. Un peu plus rusé, il exerce un ascendant certain sur son jeune frère Camille. Serge Noël avait un ascendant sur Camille Noël. Étant déjà un peu plus intelligent que l'autre, sur le plan de l'intelligence pure, là, le quotient intellectuel, je pense qu'effectivement, Serge Noël avait le contrôle, en parenthèse, là, sur Camille Noël, ou pouvait guider certaines de ses actions. Intrigués, les policiers continuent leur interrogatoire. Camille leur raconte que son frère et lui sont inséparables. Ils passent le plus clair de leur temps chez Camille, à construire des cabanes d'oiseaux dans son sous-sol, ou flânent dans les rues de Magog. C'est un petit peu les fous du village, parce que ce sont des gens très taciturnes, très solitaires, qui parlaient à personne et personne ne leur parlait non plus. C'était pas des gens très abordables ou avec lesquels on souhaitait se lier d'amitié, là. Les policiers encouragent Camille à poursuivre son récit et commencent à le questionner sur ce qui s'est produit le vendredi 16 décembre. Camille passe aux aveux. Camille et son frère Serge décident de donner la peur de sa vie au premier enfant sur qui il tomberait. À 19h ce soir-là, les deux frères sortent à l'extérieur à la recherche d'une proie. Camille et Serge rôdent dans les rues de Magog pendant plus d'1 heure avant de trouver un enfant seul. Quand Camille a vu que le jeune homme semblait seul, il l'a abordé à l'effet qu'il voulait lui montrer un beau hockey qu'il avait chez lui. Camille parvient à convaincre le jeune Éric de venir chez lui. En retrait, Serge les surveille et les suit. Dans le sous-sol, Éric joue au hockey avec Camille. Il ne se méfie pas de l'arrivée de Serge. Là, on ne sait pas combien de temps ils ont pu jouer au hockey, si jamais ils ont joué au hockey. Mais la situation prend rapidement une tournure cauchemardesque. Serge commence à vouloir s'amuser avec le jeune garçon. Après quelques minutes, Éric prend peur et commence à se débattre. Il tente de s'enfuir et finit par chuter. Devant l'agitation d'Éric, Serge s'énerve et passe une corde autour du cou de l'enfant et il serre très fort. L'enfant meurt rapidement. Serge ordonne alors à Camille d'aller faire le guet à l'extérieur. Pendant quelques minutes, Camille reste les bras croisés dans sa cour. Puis, il constate qu'il y a de l'agitation autour de chez lui. Maria, la mère d'Éric, est déjà à la recherche de son enfant.
Ben, je sais que Maria, elle a été voir où il y avait la traque de chemin de fer. Et puis, il y avait un homme qui était Camille Noël, puis elle regardait passer, puis Maria criait « Éric! Éric, c'est maman! Réponds-moi! Éric! » Puis lui, il l'a regardé passer, mais il a rien dit. Normalement, en tout cas moi, si quelqu'un passe dans la rue puis il crie un nom, c'est parce qu'il cherche quelqu'un, donc je vais lui demander « Avez-vous besoin d'aide? Cherchez-vous quelqu'un? Je peux vous aider? Je l'ai peut-être vu. » Mais il a rien dit. Camille revient au sous-sol et informe Serge de la situation. Les deux frères décident de faire disparaître le corps d'Éric, malgré la présence des gens à l'extérieur. Les deux frères réussissent à passer inaperçus et déposent le corps d'Éric dans un tunnel piétonnier situé à 40 mètres de l'appartement de Camille. Après avoir déposé le corps du petit garçon, Camille et Serge se séparent et rentrent chacun chez eux. À 3 heures du matin, incapable de dormir, Camille se rend chez son frère pour y passer le reste de la nuit. Le lendemain, Serge et Camille décident d'aller nettoyer le sous-sol de l'immeuble pour effacer les traces de leur crime. Mais en chemin, ils rencontrent un policier posté tout près du tunnel. Serge ordonne à Camille de ne pas répéter ce qu'ils ont fait la veille. Le policier a demandé à Camille, vous restez dans les environs? Camille dit oui, on reste ici pas loin. Ça fait qu'il dit, si les policiers vous ont pas déjà rencontré, ils vont sûrement aller vous rencontrer. Camille, toujours selon sa version, de répondre, c'est pas nécessaire, j'ai passé la soirée et la nuit chez mon frère Serge. Et au même instant, le policier, en se virant vers Serge, s'est aperçu que Serge avait acquiescé en faisant un geste dans l'affirmative. Toujours en salle d'interrogatoire, Camille continue de faire ses aveux aux policiers qui prennent tout en note. Il leur raconte maintenant qu'ils ont nettoyé le sous-sol de l'immeuble au boyau d'arrosage pour ne laisser aucune trace du crime. Les enquêteurs ont maintenant la version de Camille en main. Mais Serge, lui, ne se laissera pas faire aussi facilement. Une guerre entre les deux frères se dessine à l'horizon. Et son issue en choquera plus d'un. Le 19 décembre 1994, à Magog, 3 jours après la mort d'Éric Arpin, Camille Noël est conduit au poste. Interrogé par les policiers, il désobéit à son frère qui lui avait bien interdit de parler du meurtre. Mais Camille n'hésite pas un instant à se disculper et à incriminer son frère, Serge. Ce que Camille avait prétendu, c'est que Serge lui avait dit dans les heures qui avaient précédé ou les jours qui ont précédé, « Moi, ça me tenterait d'attraper un petit gars puis l'abuser sexuellement puis après ça le tuer. » Maintenant, dans les faits, est-ce que c'est vrai que Serge avait planifié ça de cette façon-là? Le lendemain, 20 décembre, Serge Noël est à son tour emmené au poste de police pour être interrogé. Les policiers questionnent alors Serge, qui nie toute forme d'implication dans l'affaire. Mais sa version ne concorde pas avec celle faite par certains témoins. Et si Camille avait dit vrai, quand il mettait tout le blâme du meurtre sur son frère? Dans les versions qu'on avait déjà de témoins, on s'est aperçu que les frères Noël avaient été vus ce soir-là près de l'accueil Notre-Dame où avait lieu l'activité des petits débrouillards. À ce moment-là, il y avait de quoi que dans la version qui avait été donnée aux policiers qui ne fonctionnait pas. Les policiers tentent de faire craquer Serge en le confrontant aux déclarations de son frère Camille. Rien n'y fait. Serge réclame même de passer le test du polygraphe pour prouver son innocence. Serge est questionné pendant 5 minutes par le polygraphiste, qui met immédiatement un terme à l'entrevue. Le polygraphiste a donc décidé qu'avec ce qu'il venait de nous donner comme détail, le test polygraphique ne servait absolument à rien, parce que Serge, à ce moment-là, se mettait sur les lieux. Les enquêteurs savent maintenant que Serge ment, puisqu'il vient d'avouer sa présence sur les lieux du crime le soir fatidique. Il prétend que Camille refusait de le laisser entrer dans le sous-sol parce qu'il ne voulait pas le voir là.
Des experts pratiquent des analyses sur les vêtements du jeune Éric, sur des prélèvements du plancher du sous-sol de l'immeuble de Camille et sur des effets personnels appartenant à Serge. Il y a concordance. Ils trouvent, chez Serge et chez Camille, des cassettes vidéo avec les bulletins de nouvelles relatant le meurtre d'Éric Harpin, enregistrés par les deux frères. Peut-être le lundi ou le mardi soir, à un moment donné, j'écoutais les nouvelles, puis justement, ils parlaient du petit Harpin, puis je les entendais rire, parce qu'ici, on entend très bien. Je ne sais pas si c'était vraiment les mêmes nouvelles qu'ils écoutaient que moi, mais ça a tombé, mettons, dans le même temps, là. C'était spécial. Durant la version de Camille Noël, il nous dit que c'est son frère Serge qui a sorti une corde de ses poches et qui a tué le jeune avec la corde. Dans une perquisition chez Serge Noël, une des cordes qui a été retrouvée ressemblait fortement à la corde qui a servi à tuer le jeune homme. Malgré ces éléments de preuve, les enquêteurs craignent qu'elles ne soient pas suffisantes pour incriminer Camille et Serge. En cours, le témoignage des deux frères sera donc d'une importance capitale. Pendant tout ce temps, la mère d'Éric ne sait toujours pas ce que son fils a vécu dans les derniers instants de sa vie. Et elle attend avec impatience le rapport de l'autopsie pratiqué sur le corps de son enfant. Le rapport d'autopsie révèle une mort par strangulation, mais aucune trace d'agression sexuelle ne peut être décelée. Quelques jours avant Noël 1994, Serge et Camille Noël sont officiellement accusés de meurtre au premier degré. Comme ils sont accusés du même meurtre, les deux frères auraient pu subir un seul et même procès. Mais les avocats des deux parties en décident autrement. Les deux frères seront jugés dans des procès séparés. Le fait de tenir deux procès distincts permettra de faire témoigner les frères l'un contre l'autre, ce qui aurait été impossible dans un seul et même procès. Celui de Serge Noël s'ouvre le 4 mai 1995 au palais de justice de Sherbrooke. Camille est appelée comme témoin principal par la couronne dans le procès de son frère. Mais à la barre, Camille change sa version des faits à de multiples reprises. À ce moment-là, le jury doit se dire, on peut pas prendre pour acquis ce qu'il nous dit. Et il peut nous dire 5, 6, 7, 8 choses sur le même sujet. Alors, qu'est-ce qu'on doit croire de ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il doit être retenu? Qu'est-ce qui doit être retenu de ce qu'il est en train de nous dire? Est-ce qu'on doit nécessairement y accorder un peu de crédibilité? Confus, les membres du jury demandent à visiter les lieux du crime afin de mieux saisir le déroulement du meurtre. Quand il y a eu le procès de Serge, toute la cour s'était déplacée pour aller revivre l'événement à partir des petits débrouillards, en passant sur la rue Saint-Pierre, aller la rue Saint-Patrice, l'endroit où il aurait été, entre guillemets, enlevé, le tunnel. Toute la cour s'est déplacée, le juge, les secrétaires, les avocats. L'accusé était là avec des gardiens du centre de détention jusqu'à l'appartement de Camille Noël. Un délateur qui était dans la cellule de Serge alors qu'il attendait son procès vient également témoigner. On a essayé de piéger Serge en prison. On avait installé des, excusez-moi l'expression, des body packs autour de 2 détenus qui étaient venus témoigner, puis qu'il y avait eu des aveux de Serge Noël. Mais les jurés n'ont pas retenu ça. Les membres du jury délibèrent pendant 4 jours tandis que les proches d'Éric attendent avec impatience le verdict. Devant autant de contradictions de la part du témoin principal et malgré les preuves directes le liant au crime, Serge Noël est acquitté le 23 juin 1995.
Alors, Serge Noël, vous êtes acquitté du meurtre du jeune Éric Arpin. Comment réagissez-vous? Je me sens bien. Très bien. Comment ça s'est passé, ce procès-là? Bon, normal. Ça veut dire? Quand j'ai su la nouvelle, j'étais chez nous. J'attendais la nouvelle. C'est Maria qui nous a appelés. Puis je pense que j'ai tout cassé dans ma cuisine. J'étais vraiment enragée. J'en revenais pas, là, que lui, il se fasse... Que ce soit lui qui se fasse relâcher. Ça avait pas d'allure. Ça avait pas d'allure. Tout allait contre lui. Puis finalement, tout a été pour lui. Le juge Fréchette, qui habituellement dans ces dossiers-là, où chaque fois qu'il est sur le banc, très poli, très protocolaire, remercier les jurés, puis tout ça. Et cette fois-là, tout ce qu'il a fait, il a fermé ses livres, il s'est levé du banc, puis il est sorti. Il n'a pas adressé un seul mot aux jurés. Mais le juge était tellement renversé que ça a été sa réaction. Maria, la mère du petit Éric, criant au désespoir, ne comprenant pas le verdict, comme nous tous d'ailleurs, on ne comprenait pas le verdict. Et c'est à ce moment-là, ce que j'ai su par la bouche du président du jury, lui m'avait dit, après ça, il dit, regarde, nous autres là, on pouvait pas le trouver coupable d'un meurtre au premier degré. C'était pas assez clair. Mais on pensait que, en l'acquittant d'un premier degré, que le juge allait le trouver coupable d'un meurtre au deuxième degré. Là, il dit, pour moi, on s'est trompé. C'est là qu'il a réalisé que peut-être qu'il avait commis une erreur. Le 17 octobre 1995, le procès de Camille Noël s'ouvre à Montréal pour s'assurer de l'impartialité du jury. Son comportement choque les membres de la famille d'Éric. Il semblait pas affecté par ça. Il était détenu. Il était face à une accusation avec potentiel de passer 25 ans de sa vie minimum en prison. Alors, on retrouvait chez lui aucune anxiété, aucune angoisse, aucun sentiment de désespoir, aucune tristesse. C'était assez déconcertant. Les avocats de Camille Noël réclament qu'il passe une évaluation psychologique. C'était pour moi évident qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait un déficit sur le plan intellectuel, un déficit assez important. Alors on est arrivé avec un résultat de 61 comme quotient intellectuel qui le place au niveau de déficient léger. Alors c'est quand même un retard assez important. Il revient maintenant au juge qui préside le procès de Camille Noël de décider s'il est apte à subir son procès. Serge est acquitté. Se pourrait-il que Camille le soit aussi et que le meurtre du jeune Éric Arpin demeure impuni? Le 23 juin 1995, Serge Noël est acquitté du meurtre d'Éric Arpin survenu le 16 décembre 1994. Son frère Camille, à son tour dans le box des accusés, pourrait aussi être disculpé du meurtre. Devant les résultats des experts sur l'évaluation psychiatrique de Camille Noël, le juge le déclare finalement apte à subir son procès. Ses avocats ont bien l'intention de le disculper en prouvant que ses aveux faits aux enquêteurs n'ont pas été pris conformément à la loi. Camille Noël a également témoigné devant le juge à ce sujet-là, évidemment hors jury. Et à ce moment-là, le juge Gomery, compte tenu de ce qu'il a entendu, a décidé que cette déclaration était tout le moins libre et volontaire. Alors donc, la couronne a pu mettre en preuve la déclaration de 18 pages et le procès a suivi son cours. Le 28 novembre 1995, le verdict des membres du jury tombe. Coupable de meurtre au premier degré. Camille Noël est condamné à 25 ans de prison ferme. C'est un soulagement pour la famille du jeune Éric Arpin et les citoyens de la ville de Magog. Seule Camille Noël reste de glace. Il ne semble éprouver aucun remords et ne manifeste aucune émotion lorsque l'on prononce sa sentence.
ça me confirmait effectivement que c'est une personne qui pense à très courte vue et qui réalise pas l'ensemble de la situation de ce qui est en train de se passer, là. Il y avait une connaissance de l'accusation, mais je crois qu'il n'était pas dans une condition pour prendre une part active à son procès. Il était d'abord très influençable. C'était une personne qui pouvait donner des réponses différentes selon la façon que la question était posée. Alors, il fallait faire bien attention pour pas que la question suggère une réponse. Alors, on imagine qu'à l'intérieur d'un procès ou au cours d'un interrogatoire par la police, comment on peut, si vous voulez, obtenir des réponses qui ne sont pas nécessairement fiables de la part d'un individu comme ça. Je suis pas sûr aujourd'hui encore qu'il a tout compris ce que j'essayais de lui faire comprendre. À quoi il a eu droit? Est-ce qu'on lui a fourni en temps utile d'appeler un avocat? Qu'on lui a fait comprendre ces principes de droit-là? Puis même si on avait tenté de le faire, je suis même pas sûr que compte tenu du quotient intellectuel qu'il avait, il était capable de comprendre ça. Là, on est allé en appel. De la Cour d'appel, c'est allé jusqu'à la Cour suprême, qui a ordonné un nouveau procès. Mais là, il s'est passé tellement de temps, pour ne pas dire d'années, entre le meurtre en 1994, on était rendu en 2003. S'appuyant sur des irrégularités commises au cours de l'enquête et des procès, la Cour suprême du Canada accepte la tenue d'un nouveau procès. La mère d'Éric Harpin doit replonger au cœur de ce douloureux événement. Elle s'adresse au bourreau de son fils pour lui exprimer tout le mal qu'il lui a fait. Ça fait longtemps que j'ai ça sur le cœur. Ça fait longtemps que j'ai aimé ça y dire. Et le procureur de la Couronne, Maître Charles Crépeau, avait convenu avec Maître Jean-Marc Bénard que ça donne rien de faire un autre procès. On n'avait plus de témoins. Les policiers qui étaient là étaient plus en service. Le 28 février 2003, au terme de négociations, Camille Noël plaide coupable à une accusation de meurtre au 2e degré. Sa peine est réduite de 25 à 18 ans de prison ferme. J'espère qu'il fasse un temps, qu'il fasse son temps, mais qu'il fasse un temps dur. Parce que mon petit bout, lui a souffert. En septembre 2008, Camille Noël meurt suite à des problèmes cardiaques dans sa cellule de la prison de Port-Cartier. Serge Noël, lui, est toujours en liberté. C'est pas évident de dormir quand tu sais qu'il y a un tueur à côté de chez vous. J'ai revu Serge il y a 4 ou 5 ans. Alors, j'allais le voir, je dis, qu'est-ce que tu fais de bon? Alors, il dit, je fais des cabanes à oiseaux, puis il dit, je vends ça. C'est son nouveau gagne-pain. Cette tragique histoire a soulevé certaines lacunes de notre système judiciaire et a soulevé la colère des proches d'Éric Harpin. Tout a changé à partir de là, c'est sûr. Moi, j'ai tombé malade. J'ai eu beaucoup de difficultés. Mon père, il a eu énormément de difficultés parce que c'était intolérable, le mal. Maria était plus sur son côté. On se parlait, par exemple. On se parlait, mais je pense que ça fait tellement mal quand on se parle. Il m'a enlevé une partie de moi. Puis ça, cette partie-là, elle reviendra jamais. Jamais. Je voudrais tellement qu'il y ait des changements au niveau de la loi, parce qu'il y a des lois qui fonctionnent pas, ça n'a pas de sens. Le système légal est complexe et les membres d'un jury ne peuvent en maîtriser tous les rouages. Certaines procédures seraient certainement à revoir afin d'éviter tout risque d'une mauvaise interprétation. Il en va du maintien de la confiance de la population en la justice. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?